Bonjour à tous, Frédéric Sebag, je suis chef de clinique à Henri Mondor et je vais vous présenter cette deuxième conf de cardiologie qui est beaucoup plus axée sur les valves. Donc on va commencer avec le dossier numéro 1. C'était l'histoire d'un monsieur de 69 ans, retraité, des soucis d'un patient de 69 ans, la prostate, fumeur non sevré, qui vient pour une douleur thoracique constrictive irradiant au bras gauche. Donc vraiment une douleur vraiment typique d'Angor, constrictive, l'irradiation. Alors ce qui est important de noter, c'est que c'est une douleur qui dure. Donc ça efface les diagnostics d'Angor stable et que c'est un patient qui a des facteurs de risque qu'on reverra tout à l'heure. La fréquence cardiaque est à 98 par minute. La tension artérielle est normale. Les bruits du cœur sont réguliers sans souffle. Murmure vésiculaire, pas de râle, pas de signe d'insuffisance cardiaque. L'électrocardiogramme est le suivant. La troponine faite au SAMU est à 7. Il y a plusieurs manières de doser la troponine. Il y a une manière qui est par la prise de sang classique, mais de plus en plus, ça existe aux urgences, ça existe au SAMU. On peut faire un espèce de test en prenant une petite goutte de sang au niveau du doigt pour doser la troponine rapidement. Alors le résultat est moins fiable, mais ça donne une idée pour l'orientation du diagnostic. Et on vous dit qu'il est très près d'un centre de cardiologie interventionnelle, donc ce qui changera un petit peu la prise en charge par rapport à un dossier précédent. Je vous fournis l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, on va tout de suite l'interpréter. Évidemment, ce qu'il fallait voir, c'est le sus-décalage du segment ST en inférieur avec le miroir là en antérieur qui s'étend presque jusqu'à V6. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une onde, que le sus-décalage du ST englobe l'onde T. C'est ce qu'on appelle l'onde de Pardy. Voilà, par ça, le rythme est régulier et sinusal. C'est un sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur, vraiment classique. Identifier les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est Monsieur M. Donc les facteurs de risque cardiovasculaire, il y avait l'âge et le sexe. L'âge est toujours associé au sexe. Pour les femmes, c'est un âge différent. Âge est supérieur à 65 ans et homme, ça fait un facteur de risque. Les antécédents familiaux, donc c'est les morts subites ou les infarctus avant 55 ans ou les AVC avant 45 ans, c'est un facteur de risque qu'avait M. M. La dyslipidémie, HDL inférieur à 0,4 et LDL supérieur à 1,3. Et le tabagisme non sevré. Quel est le diagnostic? J'accepte aussi bien la dénomination infarctus du myocarde que la dénomination syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Pour moi, ce sont des synonymes. Infarctus du myocarde, par contre, ce qu'il ne fallait pas oublier, c'était la localisation inférieure. Pourquoi? Donc le terrain, l'homme avec les facteurs de risque. La douleur typique d'Angor qui est persistante, j'insiste sur ce mot, le fait qu'elle soit persistante, et ça fait vraiment la différence entre un syndrome coronarien aigu, une douleur persistante aiguë au repos, à l'inverse d'un Angor stable. C'est un patient qui se plaint de douleurs angineuses qui ne sont pas persistantes, qui cèdent au repos et qui sont le plus souvent liées à l'effort. L'électrocardiogramme qu'on a interprété tout à l'heure. Le dosage de la troponine avait-il un intérêt dans ce contexte? Alors, moi j'ai répondu que non. Le dosage de la troponine n'a aucun intérêt. En effet, si vous avez un patient qui a une douleur typique qui persiste avec un électrocardiogramme typique, vous avez fait le diagnostic, vous n'avez pas besoin d'un bilan biologique pour vous conforter dans le diagnostic. Donc que la troponine soit négative, même si la troponine avait été à 0, vous auriez retenu le diagnostic d'infarctus du myocarde, peut-être un état plus précoce, mais la troponine n'avait aucun intérêt ici. La troponine servira pour
monitorer le patient dans la reperfusion avec un descente précoce des troponines après revascularisation. Quels sont les deux grands principes de votre traitement en aigu? Alors, un infarctus du myocarde, c'est une artère qui s'est bouchée. Une artère coronaire du cœur, une artère coronaire qui s'est bouchée. Alors, il y a deux traitements qu'il faut vraiment avoir bien en tête. C'est un traitement pour éviter l'extension du thrombus, éviter que le caillot ne s'agrandisse. Donc pour ça, il faut donner un traitement antithrombotique. Et il faut aussi déboucher l'artère, reperfuser l'artère. Et pour ça, on a plusieurs possibilités, soit la thrombolyse, soit l'angioplastie, soit parfois les deux. Donc, ce que j'attendais comme réponse, c'est traitement antithrombotique pour éviter l'extension du thrombus et traitement de reperfusion pour déboucher l'artère qui a été occluse. Détaillez votre traitement médicamenteux en urgence. Je sais que vous êtes assez friand des questions du style quels sont les 5 traitements, quelles sont les 3 causes, avoir des questions avec des chiffres bien précis. Cependant, je considère que l'infarctus du myocarde est une pathologie tellement fréquente et tellement grave qu'il faut connaître par cœur le traitement et je pense qu'on vous demandera, on peut vous poser ce type de questions. Donc on avait parlé du traitement antithrombotique. Le traitement qui évite l'extension du thrombus, c'est des traitements anti-agrégants qui jouent sur l'hémostase primaire. La dose de charge d'aspirine, la dose de charge de clopidogrel. On peut maintenant donner du prasugrel, mais je vous conseille de retenir le plus classique, le clopidogrel qui s'appelle le Plavix. Et toujours, vous pouvez avoir, étant donné que le patient va très probablement avoir une coronarographie et une angioplastie, il faut donner des anti-GB2B3A. Ça, c'est le traitement anti-agrégant sur l'hémostase primaire, sur les plaquettes. On peut jouer aussi sur l'hémostase secondaire en donnant des traitements anticoagulants. Et là, cette fois-ci, c'est l'héparine. On peut donner aussi du fondaparinux et on peut aussi donner de la bivalirudine. Tout ça, c'est la même classe de médicaments. On peut aussi donner du Lovenox, mais dans l'urgence et le plus souvent, étant donné que vous avez déjà le patient est déjà perfusé, c'est beaucoup plus simple de donner de l'héparine. On sait exactement ce qu'on donne, donc des traitements anticoagulants. Les traitements associés, je vous rappelle qu'un infarctus, ça fait très mal et c'est très anxiogène. Donc il faut jouer sur ces composantes-là, la morphine, si la douleur est trop intense, et les benzodiazépines, si besoin. Ce sont des recommandations internationales à ce niveau-là. Donc, bien sûr, vous aurez à faire le traitement de reperfusion coronaire. Je pense que dans ce cas-là, il s'agira d'une angioplastie. Mais je vous demandais bien le traitement médicamenteux et pas spécifiquement le traitement de type interventionnel. Donc, le patient est devenu, grâce à votre traitement asymptomatique, avec une surveillance qui montre des constantes vitales normales, pas de troubles rythmiques depuis 24 heures. C'était cette information-là qu'il fallait entourer. Son échographie montre une FEBG à 55% et une hypokinésie de la paroi inférieure en rapport avec son infarctus inférieur. Pas d'hypertension artérielle pulmonaire, pas de valvulopathie, pas d'épanchement. Il se sent guéri et vous demande de signer sa sortie. La réponse est qu'allez-vous lui dire? Il faut lui dire non monsieur, vous ne pouvez pas sortir tout de suite, pour la simple et bonne raison qu'il y a une période minimale qui est de au moins 48 heures, donc le plus souvent on dit 72 heures, pendant laquelle les patients victimes d'infarctus peuvent faire, même après une période initiale de 24 heures qui est normale, peuvent refaire des complications, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme et des complications mécaniques. Et c'est une obligation médico-légale de garder les gens au moins 48 heures, voire 72 heures le plus souvent, après un infarctus. Quel traitement médicamenteux instaurez-vous avant la sortie? Donc, c'est le traitement classique d'un post-infarctus. C'est une anti-agrégation plaquettaire aspirine plus clopidogrel, donc Aspégique Plavix, pendant 12 mois.
puis aspirine seule à vie. Je reviendrai sur les 12 mois. Des bêta-bloquants, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, donc vous pouvez donner un bêta-bloquant non typique de l'insuffisance cardiaque, vous pouvez donner de l'athénolol. Des statines. Alors les IEC, on peut discuter, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont de prescription de plus en plus fréquentes. Les IEC sont indiqués en cas de dysfonction ventriculaire gauche en post-infarctus. Le fait de les mettre ne change finalement pas grand-chose. Ils sont de plus en plus prescrits dans le post-infarctus, même sans dysfonction ventriculaire gauche. Ne pas oublier bien sûr le natispré en cas de récidive et le sevrage tabagique. Alors je reviens quelques secondes sur ce point-là, la biantigrégation. Il ne faut pas vous dire que le patient, comme il a un stent actif ou un stent tenu, là, le temps de biantigrégation change. Ce qu'il faut bien savoir, et ça c'est une recommandation de classe 1A, c'est que les patients qui ont un infarctus ou un syndrome coronarien aigu ont une biantigrégation plaquettaire pendant 12 mois. Tout cela. Après, le fait de savoir s'ils ont des stents actifs ou des stents tenus, ça ne rentre pas en compte dans le post-infarctus ou dans le post-syndrome coronarien aigu. C'est 12 mois pour tout le monde. Voilà. Ensuite, la question 7, c'était quelles sont les modalités de surveillance paraclinique en unité de soins intensifs. En fait, elles étaient quasiment dites dans la question, il y a deux questions. Donc, c'est ces 5 mots-là, c'est-à-dire ECG, le patient a un monitorage d'ECG quotidien, et même il a un scope pour monitorer son ECG de manière continue. Il a une échocardiographie. Le plus souvent, il n'y en a qu'une seule, mais il peut en avoir deux s'il faut surveiller quelque chose. L'échographie pour voir les complications de l'infarctus, les troubles de cinétique, évaluer la FEVG dans le post-infarctus immédiat, regarder s'il y a un épanchement péricardique, une surveillance biologique avec d'une part NFS plaquettes pour voir s'il n'y a pas de complications hémorragiques, étant donné qu'on lui a donné quand même de l'héparine, de l'aspirine, du clopidogrel, des anti-B3A, que dans certains cas, il faut le thromboliser. Donc, il faut vérifier la présence d'une hémorragie. Et la NFS peut servir, bien sûr. La créate. Pourquoi la créate? Parce que le fait de faire déjà de l'insuffisance cardiaque, ça peut mal perfuser le rein et créer une insuffisance cardiaque fonctionnelle. Le patient aura une coronarographie. La coronarographie, il y a de l'iode dedans, donc il faut encore une fois vérifier la créate. Donc il faut toujours dépister l'insuffisance rénale en post-infarctus avec un ionogramme associé. Et puis bien sûr, le dosage enzymatique, CPK et surtout troponine, répété et à rechercher une réascension de tropo qui peut faire être le signe d'une récidive d'infarctus précoce. Un an plus tard, le patient se plaint d'oppression thoracique, d'effort lors de sa consultation. Le thallium d'effort est positif. Vous lui proposez une coronarographie qui retrouve une sténose de l'artère circonflexe et une sténose de la coronaire droite. Donc là, je vais vous dessiner très brièvement l'arbre coronaire. L'arbre coronaire, c'est très simple. Vous avez une coronaire droite qui part donc du bouton aortique, qui est comme ça, avec un segment proximal, un segment moyen et un segment distal. Et vous avez une coronaire gauche avec un tronc commun, une IVA avec ici ce qu'on appelle les artères septales et une circonflexe avec ici ce qu'on appelle les artères marginales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez une sténose qui est très haut située, c'est-à-dire une sténose qui menace le cœur tout entier. Par exemple, le tronc commun. Par exemple, l'IVA proximale. Là, on aura beaucoup plus à faire à des pontages. Cependant, si vous avez des sténoses qui sont sur des artères moins importantes et sur des artères moins importantes comme la coronaire droite, comme la circonflexe, là, ce sera beaucoup plus un traitement d'angioplastie. Donc,
Maintenant que je vous ai dessiné l'arbre coronaire, pas très bien, mais ça vous donne une idée. Donc il avait une sténose de la coronaire droite et de la circonflexe, c'est-à-dire c'est les lésions dessinées en noir ici. Quel est votre diagnostic clinique? Donc c'est un patient qui fait de l'angor, il a des douleurs thoraciques à l'effort, mais il y a plusieurs types d'angor. Il y a l'angor stable, il y a l'angor stable, et dans le cadre du syndrome coronarien aigu, vous avez l'angor de novo, l'angor crescendo. Et vous avez une autre entité qui est l'angor post-infarctus. Alors, pourquoi on les sépare? L'angor stable, c'est le patient qui, d'un point de vue physiopathologique, fait sa plaque d'athérome tranquillement, sans événement aigu, qui, au fur et à mesure, développe des symptômes d'angor. L'angor crescendo et l'angor de novo, c'est dans un contexte plutôt aigu, où il a développé une plaque, mais cette plaque s'est soit rompue, soit fissurée, et a thrombosé, et a très probablement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de menace, qui va très probablement conduire à un vrai syndrome coronarien aigu, voire un infarctus. Et vous avez l'angor post-infarctus. Pourquoi on le diffère? Parce que le patient est déjà connu comme coronarien, d'une part, et le patient a eu des stents. Et on sait très bien que les stents peuvent resténoser et donner de l'angor. Alors, quel est votre diagnostic clinique? C'est un angor post-infarctus. Quels sont les éléments qui conduisent à poser l'indication du potage coronaire? Donc, je vous en ai parlé un petit peu. On va probablement ponter beaucoup plus les patients qui ont des sténoses du tronc commun, du tronc coronaire commun gauche. Des sténoses tritronculaires avec une fonction VG altérée. Une sténose livière proximale avec une ischémie antérieure. Une sténose et une altération de la fonction VG potentiellement réversible. Donc globalement, dès qu'il y a de l'insuffisance cardiaque, dès qu'il y a du diabète, dès qu'il y a une artère qui est importante, c'est-à-dire l'IVA et le tronc commun, ou alors dès que vous avez 3 artères, ce qui correspond à une artère importante, le fait d'avoir une atteinte étendue, les 3 artères circonflexes, IVA et coronaire droite, là c'est des indications de pontage. Ce qui est exactement l'inverse de notre patient. Quel type de vascularisation allez-vous lui proposer? Il n'avait pas d'insuffisance cardiaque, il n'avait pas de diabète. Il avait 2 lésions il n'était pas tritronculaire, c'était ni l'IVA ni le tronc commun. Donc il fallait lui proposer une angioplastie transluminale et un autoprothèse coronaire, ce qu'on appelle les stents, des 2 lésions qu'on a mis en évidence. Voilà. C'est un dossier qui est assez classique, il n'y avait pas trop de complications dans ce dossier. C'est sur ce genre de dossier, à mon avis, qu'il peut y avoir des très gros écarts. Et donc, on ne peut pas ne pas se permettre de bien connaître l'infarctus, à mon sens, aux ECN. Voilà, on a revu les items 129 et 132, facteurs de risque cardiovasculaire et angor et infarctus. Et je vous remercie.